La première vidéo, c'était sur Facebook, ma vie étudiante. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à parler, j'ai posté et ça fait genre 50 000 vues à l'époque, c'était énorme. Aujourd'hui, on reçoit Salim Ben Moussa, un acteur marocain très talentueux. Il a joué dans des grosses productions à l'international, comme le film Marie sur Netflix, aux côtés de grands acteurs comme Anthony Hopkins. J'ai pas attendu qu'on ouvre la porte, j'ai fracassé la porte, tu vois. J'ai fait les cours Florent et une école de commerce. Le comédien de 25 ans, natif de Casablanca, est revenu à la charge. Salim, c'est un artiste qui se réinvente en permanence. Avant de devenir acteur, il s'est lancé à 18 ans sur Internet. Il est aussi passé par la musique et a fait des concerts devant des milliers de personnes. Je sais pas comment j'ai eu l'idée de la première musique. On avait une instru, on a écrit les paroles dessus, on est allé au studio. Et j'ai eu la chance de travailler avec un des meilleurs au Maroc. Tout le monde peut créer du contenu, tout le monde peut réaliser. Avec un téléphone, tu peux faire des films. Le but ultime, c'est d'être sincère. Et pendant 10 minutes, je me suis complètement oublié, je savais pas ce que je faisais. Et à la fin des 10 minutes, j'avais fini, je regarde le public, je regarde le prof, et là... Salim Ben Moussa, welcome. Merci. Très content de te recevoir. Merci, incroyable. Écoute, je te connais depuis 33 minutes. Franchement, on passe un hyper bon moment. De ouf. Il y a plein de trucs qu'on s'est dit, j'aurais aimé que ce soit sur le podcast. Ouais, on va se les redire. Mais comme si on s'est jamais dit. Exactement, on va se les redire. Écoute, ce que je te disais, c'est que ce que je trouve ouf dans ce que tu fais, dans ta carrière et tout, c'est tous les trucs différents que tu as fait. Tu as fait de la musique, tu as fait de la création de contenu, on va dire. Tu as fait des vidéos plus humoristiques. Tu as fait maintenant du cinéma. Comment tu te présentes? Est-ce que tu as une manière de te présenter? Qu'est-ce que tu dis quand on te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant? Couteau suisse. Couteau suisse. On va tout faire. Non, je rigole. Je pense comédien. Comédien, ça englobe un peu tout. Parce que ça englobe l'acting, ça englobe la création de contenu. T'aimes ce mot création de contenu ou pas? Oui, pourquoi pas. Je trouve que c'est un mot un peu bizarre. C'est nouveau. C'est nouveau, ouais. C'est nouveau. Ouais. C'est vrai que on n'a pas l'habitude parce que c'est un nouveau métier, mais créateur de contenu, c'est devenu... c'est comme producteur à l'époque. Parce que la première fois que tu as fait une vidéo, c'était il y a 8-9 ans. Ouais. On disait, il fait des vidéos sur Internet. Ouais. C'était ça, non? Ouais, c'est exactement. Faiseur de vidéos sur Internet. Ouais. Bah, c'était le début de la création de contenu. On n'avait pas encore l'appellation création de contenu. Ouais. Et je montais ça sur de l'application qui s'appelait Momentica. Momentica. Tu te rappelles de ça? Toujours écrit en bas. En bas, ouais, tu pouvais pas l'enlever. Ouais. Et Parce que ça permettait de couper. ouais, ça te permettait de rythmer tes vidéos rapidement et sans faire trop de montage. Genre, tu l'as monté en la tournant, tu vois. T'as fait des Vines ou pas? J'ai pas fait de Vine. Moi, je suis arrivé juste après les Vines. Après la période, ça a duré 6 mois et demi. Ça a explosé, mais ça a duré 1 an. Exactement. C'est ouf. C'est quoi la première vidéo que t'as postée? Alors, la première vidéo, c'était Momentica sur Facebook, ma vie étudiante. Je parlais des galères d'un étudiant en France, un étudiant marocain. Tu disais, enfin, tu parlais de quoi? Tu parlais de tout ce qui se passait pour toi en tant qu'étudiant en France? Pour moi et n'importe quel étudiant, ça avait marché parce que tout le monde s'était reconnu dans la vidéo. Et je sais pas comment, genre, j'étais chez moi, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à parler, j'ai posté. Mes potes, ils m'attendaient, ils voient ça sur Facebook, ils me disent, mec, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et ça fait genre 50 000 vues à l'époque, c'était énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Après, je fais une deuxième. Même maintenant, une première vidéo 50 000 vues. Non, aujourd'hui, 50 000 vues, c'est un peu, c'est normal. Bas de gamme. C'était normal. Ok, mon meilleur podcast, il a fait 50 000 vues, mais tranquille. C'est bien, mais non, sur YouTube. Ouais, sur YouTube. C'est excellent. Ok. YouTube, je rattrape un peu. Non, mais 50 000 vues sur YouTube, c'est pas 50 000 vues. Non, bien sûr. Sur Insta. Non, bien sûr, mais je rigole. Et du coup, première vidéo, donc il y a 9 ans, sur un peu humoristique sur ta vie, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu fais cette vidéo? Comment ça s'est passé? Un cri du cœur, peut-être. Ou une envie d'exprimer. C'est venu comme ça. C'est comme ça, ouais. Tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, je vais faire une vidéo. Exactement. Incroyable. Je me suis réveillé une après-midi, peut-être même. Tu t'es dit, je vais faire la vidéo. C'est ça. Tu l'écris, tu la tournes. J'ai même pas Tu la écrit. postes. Je parle comme je te parle maintenant. Et avec des petites vannes sur comment je vis en tant Mais qu'étudiant. comment t'expliques que ça a marché? Est-ce que t'étais déjà quelqu'un qui faisait plutôt des vannes avec tes potes, etc., en grandissant ou... Ouais, j'ai toujours été quelqu'un de comment dire, qui va toujours trouver quelque chose à faire quand il s'ennuie. Je vais pas laisser la place à l'ennui, tu vois. Ok. Donc, que ce soit des conneries ou des blagues ou peu Et importe. t'as fait quoi? Enfin, en grandissant, t'as fait quoi justement pour tuer l'ennui? C'était quoi les trucs que tu faisais? Créer des choses. Comme quoi? Des vidéos, des clips. Donc tu créais des petits clips. Ah, C'est la première fois que tu postais? ouais.
Mais avant, tu avais déjà créé des petits clips Non, pour non, toi, etc. Avant cette vidéo, Ouais. non, jamais. Ça, c'était la première fois. C'est la première fois. Ok, incroyable. Et c'était quoi la réaction quand t'as posté ça? Parce que tu fais quand même 50 000 vues, donc tous Ouais. les potes l'ont vu, Tous mes ta potes, famille, etc. C'était quoi la réaction? beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, ça a créé un engouement autour de moi. Les gens en voulaient plus. Et j'en ai fait d'autres et d'autres et d'autres. Après un moment, je me suis dit, j'aimerais bien professionnaliser tout ça. Genre, je voulais pas que ça reste juste des vidéos Momentica qui se montent Ouais. à l'instant, tu vois. Ok. Et je sais pas comment j'ai eu l'idée de la première musique. T'es parti. Ça aussi, c'était une après-midi en se réveillant. C'est Réveil, possible. 14h30. C'est possible. Musique. Je me souviens juste qu'une fois, j'étais sur la route d'Agadir et j'écrivais les paroles. Et après, j'ai réuni des jeunes réalisateurs Ok. qui étaient plus jeunes que moi. On a pris une caméra, on est parti dans différents décors, on a fait le clip, j'ai appelé des potes pour faire des figurants. La première musique, c'était T'es parti. T'es parti, ouais. Tu te rappelles? Bien sûr, je me rappelle. C'est vrai? Alors, non. Je connais, Ouais. je l'avais écouté à l'époque, Ok. mais là, j'ai re-regardé toutes tes musiques, c'est pour ça que je sais que c'est ça la première. Mais je la connais très bien et j'avais écouté celle-là et les autres, mais je savais plus c'était laquelle la première. Mais, ok. Donc, ça se passe comme ça, mais par contre, dans la musique, tu vois, cette première musique, et je l'ai réécoutée avant qu'on fasse le podcast, il y a un super rythme, il y a des paroles sympas, etc. Comment t'as appris la musique, tu vois? Comment t'as su quel rythme mettre avec quelles paroles? J'ai l'impression qu'il y a quand même un apprentissage, une technique. Alors, franchement, on avait une instru, on a écrit des paroles dessus, on est allé au studio, et j'ai eu la chance de travailler avec un des meilleurs au Maroc. Je sais pas si tu connais Mourad West. Non. Ouais, c'est un ingé son exceptionnel, un rappeur aussi, Ok. qui a travaillé avec Toto, tous les rappeurs marocains sont passés au studio de West. Il y en a pas un qui va passer chez lui. Y compris Salim Ben Moussa. Y compris moi. Et moi, West, je le connais depuis mes débuts. Genre, il isolait son studio avec comment on appelle ça? Adouk Djelbed. Ouais. Alors que maintenant, il a un vrai studio, vraiment de pro et tout. Il a bossé avec l'artiste, la crime. Vraiment, c'est du haut niveau. Ouais. Et du coup, j'ai fait la première musique avec lui et j'ai appris beaucoup de choses en studio, en créant T'es parti. Et après, j'ai fait la deuxième, à Tieni, j'apprends. Et au fur et à mesure, ça se professionnalise que ce soit dans l'enregistrement, dans l'écriture, même dans la réalisation des clips. T'en fais plusieurs, dont Tbergig, qui est énorme, L'histoire de la musique, c'est que le Mgharba وعرف Tbergig, Brgaga, et que c'est quasiment niveau CIA, etc. Comme c'est dit, ouais. Et les paroles sont hyper sympas, le rythme est sympa et tout. Comment c'est passé? Comment t'as eu l'idée? Comment t'as fait ça? Tbergig, putain, là, ça remonte, ça fait presque 7 ans, tu vois. Faut que je creuse dans mes souvenirs. Je sais plus comment j'ai eu l'idée. La vérité, je sais plus comment j'ai eu l'idée. Mais je me souviens, j'ai le souvenir d'être assis dans mon studio à Bordeaux à écrire les paroles. Ça, je me rappelle très bien. Et d'ailleurs, une fois que j'avais fini la musique à l'écriture, j'avais enregistré mes maquettes parce que j'avais un petit home studio à la maison. Ouais. J'enregistrais mes maquettes avant de les enregistrer chez West au Ouais. studio. Et j'avais envoyé la musique à mon frère qui est juste là. Et il m'a dit, mec, t'es fou, jamais sors ça, c'est éclaté. Je lui ai dit ça. Incroyable. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit vraiment, il y a du potentiel, même parce que après, quand moi j'écoute la musique, j'ai les images du clip qui sont dans ma tête. Je sais exactement ce que je vais tourner, Ok. tu vois. Donc il y a la musique qui est drôle déjà, et t'as les images qui ajoutent ce côté humoristique supplémentaire, tu vois. Donc combiné, je sais qu'il allait avoir vraiment ça allait faire un petit buzz, que les gens allaient rigoler. Et en faisant ça, t'as même fait des concerts, non? Exactement. Une fois que je suis arrivé, je pense à 10 musiques. J'ai fait une affiche, j'avais 100 000 abonnés sur Facebook, je me suis dit pour fêter ça, j'ai loué un espace à côté de Morocco Mall et c'était pendant Ramadan, j'ai mis des tickets à vendre tout seul, genre bon j'avais une petite équipe de potes qui m'aidaient un petit peu et j'ai sold out. Devant combien de personnes? La première fois c'était 300. Ok. T'as continué après? Après on m'a appelé. Parce que je sais qu'après, t'as fait un gros concert, non? Ouais, bon ouais, c'est vrai que j'ai fait un gros concert devant 3500 personnes. Tu vois, c'est énorme. C'est ouf. Mais c'était. Alors, je te parle du deuxième. Le deuxième, on m'a appelé. On m'a dit juste, tu viens de produire à Bouskoura, il va y avoir à peu près 600 personnes. Ok. Donc là, c'était plus simple. Je devais juste venir. T'avais pas organisé. Ouais, le premier, c'était compliqué. En plus, c'était Ramadan. Et je jeûnais.
Et le ftour, j'avais rien mangé parce que j'étais stressé. Ouais. Et c'était ma première expérience sur scène, genre en mode concert. Du coup, je te raconte pas, genre, ces vomissements juste avant, laisse tomber. Genre, mon corps, il kiffe chill, tu vois. Attends, raconte ça justement. C'est quoi ça, c'est la première grosse expérience sur scène en vrai. Ouais. Parce que bon, maintenant, on va en parler après, tu fais du cinéma, etc. Bon, le cinéma, c'est différent parce que t'es pas devant les gens, mais quand même, il y a une espèce d'idée de représentation, tu vois. Mais là, c'était la première fois vraiment que tu faisais de la représentation devant les gens. Comment tu l'as vécu? Bah, je te dis, juste avant, c'était gros stress. Je sais pas pourquoi mon corps, il réagissait comme ça. Sur les 2 représentations, j'ai eu vomissement, toilette, Juste avant. juste avant, tu vois. Et je suis pas bien. Mais après, je monte sur scène, ça, bon, c'est oublié. C'est oublié, tu vois. Et je pense que ça arrive. J'avais demandé à un gars, un chanteur, RS7, je lui ai dit, est-ce que c'est normal, moi, ça m'arrive? Il m'a dit, ça fait 30 ans que ça m'arrive. Toute ma carrière, à chaque fois avant de monter sur scène, il a le même stress, il a une boule au ventre. Et je pense que c'est ce qui lui permet de se concentrer, de focaliser Être son dans énergie. l'énergie, etc. Ouais, je pense. Ouais. Après, t'en as, ils sont Détente. détentes, ils montent sur scène, c'est cool. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça, sur des carrières longues, qui gardent le track à chaque fois. Ouais. Et t'as beaucoup de gens qui ont des rituels aussi. Ouais. Avant, toujours la même chose, etc. Depuis des années. Et après, donc tu dis 3500 personnes, comment ça s'est passé? Alors on m'a appelé pour faire la première partie des Kids United, tu connais? Non. C'est des Ah non, c'est pas un boys band de jeunes... de kids. De kids, Ouais, je crois que je me rappelle. c'est eux qui chantent comme un enfant. Ils Ouais. ils ont des reprises de musique connues. Ils font toujours, ou c'est plus des kids, donc Qui le diable? Non, je vais se dire que c'est un problème. Non, ils renouvellent, ils ramènent de nouveaux. il y a un problème de business model. Non, ils ont... Sur 5 ans. C'est ça. Non, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois, ils ramènent de nouveaux kids et ils gardent, Ah, ok. ils gardent le groupe. Ouais, Kids c'était United. vraiment un groupe avec ce nom-là et qu'à Ouais. un moment ils se sont dit bon bah. Mais je crois que j'ai joué avec le groupe des Kids United qui avait le plus cartonné. Ok. Ils ont fait des musiques à 300 millions de vues et tout ça. Donc on m'appelle, je fais la première partie, c'est une grosse expérience. Je fais des sketchs aussi. Ouais. Donc entre mes musiques, j'avais écrit quelques sketchs. Donc je passe pendant... Couteau suisse. Couteau suisse, ouais. Ok. Pendant 25 minutes, je pense. Je fais 4 musiques. Il y avait mes parents, magnifiques. La scène était ouf. Steph, Hassan, comment ça s'appelle, complexe, là, le complexe Ouais. énorme, Ouais. où Nino a joué. Ouais. C'est ouf de dire ça. C'est ouf. Donc bête d'expérience. Je sentais l'énergie du public. C'était vraiment cool. T'arrives 3500 personnes qui te regardent. 3500 personnes. Et en plus, Lâche. la plupart, ils connaissent mes musiques parce que j'ai à peu près le même public que les Kids United à l'époque, tu vois. Donc je sens les gens chanter, je sais où ça chante, où c'est fort et tout. Et là, t'avais quel âge quand t'as fait ça? J'avais peut-être 23 ou 24. Donc Ouais, 23. 22. Ok. Donc t'avais fini tes études ou c'était? Non, j'étais encore, je pense. T'étais encore en études. Ouais. Et c'est avec la musique, en fait, beaucoup de gens t'ont connu, non? Parce que Ouais, j'ai eu un gros public grâce à la musique. et ça s'est fait d'un coup, c'est-à-dire que tu deviennes plus connu, que les gens peut-être te reconnaissent, etc. Non, je pense que c'est crescendo. Ok. Et en fonction de ce que je sors, en fait. T'as des périodes de buzz, des périodes de... Ouais, c'était crescendo. J'ai pas senti un pic de... Et tu l'as vécu notoriété. comment, le fait que les gens te reconnaissent de plus en plus, d'être célèbre, entre guillemets, etc. Franchement, quand t'es jeune, c'est cool, tu vois. Genre, t'as des boosts de confiance en toi, tes potes, ça les impressionne, Ouais. c'est stylé, tu vois. Mais avec le temps, ça devient... on pourrait s'en passer. C'est-à-dire que parfois, tu as des moments où forcément, chacun vit des moments qui peuvent être difficiles ou pas. Ouais. Et genre, tu as des moments dans ta journée ou dans ta semaine où tu n'as pas forcément envie qu'on te reconnaisse, quoi. Par exemple, après, bon, là, j'ai 28 ans, avant, j'avais 22. Là, j'ai une petite fille, je suis plus dans un mood cheminée, télé, tu vois. Ouais. Que avant, je sortais partout, j'étais... Ouais, je Tu comprends. vois. Mais c'est cool, c'est cool. Franchement, les gens, ils sont hyper respectueux au Maroc. Ouais. Même en France, on me reconnaissait. Les gens sont sympas, tu vois. Ouais. Même les personnes qui me suivent, c'est pas... c'est des gens respectueux. Tu as eu des histoires un peu... Ouais, j'ai eu des histoires. Justement, que tu peux raconter. mon concert à Bouskoura, quand j'ai fini, je prenais des photos avec des fans. Ouais. Et il y en a une qui est venue en pleurs, mais genre, pas pleurs en mode.
Ouais, La totale. la totale. Ouais. J'étais trop gêné. J'avais jamais vu ça et je savais pas quoi faire. Du coup, j'ai pris une photo avec elle. Je lui ai dit, pourquoi tu pleures? On a fait un super concert, je suis là devant. Après la photo, totalement. Ouais, mais je comprends pas en fait. J'ai pas compris à quel point c'était possible d'être fan de quelqu'un, tu vois. Ouais. J'ai juste fait de la musique chez West. À la base. À la base, j'étais dans un studio. Ouais, c'est ça. Ok. Tu fais de la musique. Mhm. Après, donc, tu passes au cinéma, mais quand même, en parallèle, tu faisais des vidéos, beaucoup de vidéos, etc., qui étaient plutôt humoristiques, etc. Mais comment tu passes aussi au film, au cinéma, etc., dans ta vie? Alors, quand j'ai eu ma licence, en fait, j'ai toujours voulu faire du cinéma. Depuis que je suis en troisième. D'ailleurs, j'avais même passé des castings quand j'étais jeune pour des séries, je crois que c'était Jouha, une série marocaine. Ouais. Et j'avais été pris. Je me rappelle même du montant. C'était mon père qui gérait parce qu'il devait négocier à ma place. Et je lui dis, c'est trop cool, j'ai envie de le faire et tout. Et il avait refusé que je le fasse. Ok. Donc, Mais ça venait de toi, ça venait de moi. faire des Ouais, castings. je suis parti faire le casting, on m'a choisi, j'étais jeune, mais mon père n'a pas voulu que je le fasse parce qu'il m'a dit Qraïti, que là, tu vas bifurquer vers un truc qui va te déstabiliser. Ok. Donc je l'ai pas fait. Donc j'ai attendu d'avoir mon premier diplôme, donc j'ai eu ma licence en éco-gestion. Ouais. Quand je l'ai eu, je leur ai dit bon là j'ai une petite sécurité, bon c'est une petite sécurité. Mais je vais faire les cours Florent pour vraiment comprendre un peu ce métier et me spécialiser. À ce moment-là, tu faisais déjà les vidéos, tu faisais déjà de la musique. Je faisais déjà les vidéos, je faisais déjà la Ok. musique. Et c'était pour moi, je pense inconsciemment, j'avais envie d'ouvrir une porte, tu vois. Mais quand même que c'est des rêves à la base, C'est ça, c'était d'être acteur. c'était d'être acteur. Mais au fond de moi, je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose. Comme je vais te donner l'exemple de Michael Youn, tu vois. Ouais. Je regardais une interview, il a dit, moi, j'ai pas attendu qu'on ouvre la porte, j'ai fracassé la porte, tu vois. Il faisait ses morning live, il disait n'importe quoi, il a fait des clips aussi. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Et on a un parcours un peu similaire. Ouais, dans le sens où il a fait aussi des trucs hyper différents, Hyper de la différents. musique, Il a des fait les cours films. Florent aussi. Il a fait aussi de la musique avec ce côté un peu humoristique, etc. Exactement. Comme toi, c'est vrai qu'il y a, Fatal Bazooka. ouais, il y a un Et même des études. Il a fait une école de commerce. J'ai fait une école de commerce aussi. énorme, Il a fait des cours Florent. Il a fait des films. Il a écrit des films. énorme. Et j'adore ce personnage. D'ailleurs, j'étais hyper fan de Fatal Bazooka quand j'étais petit. Ok. Je te raconte une anecdote. Je suis allé à son concert au Megarama avec mon frère. Et on était aux premières loges. Et j'étais tout petit, mec. Je lui attrape le pied comme ça. Il me regarde, ouais. Sauf je vous ne m'irai jamais, mec. Il me regarde comme ça. Je suis mon pied, là. Je suis mon pied. Mais je kiffais trop, genre. Fatal Bazooka. Et du coup, attends, on a été où? Tu disais, je regardais une interview de lui. On parlait de Fracasser la porte. fracasser la porte, et du coup, tu t'es parti faire les cours Florent. Ouais. C'était ta manière justement d'aller fracasser la porte, d'aller dire, ok, je l'avais pas Non, fait. je pense ma manière de fracasser la porte, c'est justement faire les vidéos et les clips. Pour qu'on me voie et qu'on Ok. se dise, ce gars, peut-être, il a du potentiel, on va le prendre, tu vois. Ok. Mais inconsciemment, tu vois, maintenant que je prends du recul par rapport à ça, je me dis peut-être que c'était ta façon, parce qu'aujourd'hui, c'est pas, tu dis, ouais, je suis acteur, on va venir te prendre, tu vois, Ouais. ça marche pas comme ça. Il faut que tu fasses tes preuves d'une manière. Mais justement, c'est dans les deux sens. Tu peux pas juste lever la main et dire je veux être acteur, mais aussi, peut-être qu'avant, il y avait des gens qui devaient te choisir. Maintenant, tu peux toi-même montrer ce que tu fais au monde, et après, Exactement. ben, forcément, si tu fais des choses bien, on va venir te. Exactement. Donc, c'est dans les deux sens. Exactement. Surtout dans cette époque où tout le monde peut créer du contenu, tout le monde peut réaliser. Avec un téléphone, tu peux faire des films, tu vois. Et du coup, tu dis, ok, j'ai fracassé entre guillemets la porte, j'ai fait mon contenu directement, je l'ai montré aux gens. Là, je vais aller faire les cours Florent pour apprendre le théâtre, etc. Ça va me servir. Comment c'était cette expérience? Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Alors déjà, moi, quand je suis rentré au cours Florent, je me suis dit que j'allais pas du tout jouer du comique. Je voulais pas faire j'ai pas joué du tout de Molière. Tout mon cursus, j'étais dans tragique. J'avais envie d'explorer d'autres émotions que j'avais pas expérimenté que ce soit dans mes vidéos, dans mes clips, tu vois. J'ai fait que de l'humour pendant 3-4 ans. Je me suis dit, je vais me focaliser sur. Maintenant, je veux faire pleurer les gens. Voilà, Shakespeare, Camus, j'ai joué Caligula. Ok.
Et franchement, c'était une super expérience. On avait des profs. En première année, je me rappelle que ma prof, elle était super sympa parce qu'on était la première promo à Bordeaux, au Château du Prince Noir. Et deuxième année, on avait un prof un peu plus sévère. Et là, je kiffais bien parce que au début, elle nous disait un petit peu ce qu'on voulait entendre. Elle était gentille avec les acteurs qui n'étaient pas très bons, par exemple. Ouais. Le deuxième, il lui a dit. Le deuxième, je me rappelle par exemple d'un acteur qui était avec nous et qui n'était pas bon du tout. Et il lui a dit, après une scène, le prof lui a dit, j'avais l'impression de voir mon gosse de 12 ans jouer. Waouh. Et Waouh. c'est Il faut dire la vérité, même pour lui. bien il a- sûr, bien sûr, Ouais. pour son bien, tu vois. D'ailleurs, il s'est cassé des cours Florent. Il a pas continué. Mais ce métier, il est hyper ingrat. Si t'es pas solide dès le départ, je pense pas que ça peut perdurer, tu vois. Et a de la formation théâtre. Mhm. Et même théâtre classique, parce que tragédie, etc., elle t'a servi ensuite dans le cinéma. Bien sûr, ouais, j'ai appris beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'exercices, on avait un plateau. Juste ça, en fait, c'est quoi les cours Florent ou n'importe quelle formation? C'est un plateau, des êtres humains et un prof. Ouais. Donc, tu as quelqu'un pour te guider, des acteurs avec qui jouer et un plateau sur lequel performer. Et ça, c'est parfait. J'avais 9 heures par semaine, des fois même 18 heures, plus les répètes. Ouais. Et en parallèle, je faisais une école de commerce. Donc, pour l'anecdote, en fait, je pouvais pas faire, après ma licence, je pouvais pas renouveler ma carte séjour. Ok. Donc, j'ai fait les cours Florent et une école de commerce. Ok. Parce que dans la continuité de mes études, licence en éco-gestion, c'était pas cohérent de faire du cinéma juste après. Ouais. Donc, j'allais revenir au Maroc, on allait renouveler ma carte séjour. Ouais. Du coup, j'ai fait les deux en parallèle. Tout à l'heure, tu me racontais un truc, tu me disais que c'était un moment justement, on se disait il fallait qu'on en reparle pendant le podcast. Ouais. Tu me disais ce que j'aime dans le cinéma, ce que j'aime dans le théâtre, etc., c'est que quand je suis en train de jouer quelque chose, je suis dans ma bulle. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ça? Et tu m'as parlé aussi d'une anecdote d'un moment où tu étais, je crois, en train de jouer du théâtre et que tu t'es complètement oublié dans l'action. C'est ça. C'était surtout en deuxième année. Notre prof, il nous parlait souvent, il nous disait, des fois, vous aurez des moments de grâce. Il disait ça, des moments de grâce, des moments de grâce. Moi, je savais pas ce que c'était des moments de grâce, tu vois. Et on a vu une actrice, je me souviens, qui jouait merveilleusement bien. Et elle arrivait à s'oublier, justement, quand elle jouait. Et j'ai connu ça quand je jouais Caligula sur une des échéances où, en fait, j'avais 10 minutes. C'était plusieurs scènes à la suite. Et pendant 10 minutes, je me suis complètement oublié. Je savais pas ce que je faisais, tu vois. Et à la fin des 10 minutes, j'avais fini. Je regarde le public, je regarde le prof. Et là, tout le monde était en mode ouais, c'est top. Le prof, il a vraiment kiffé. Et tu te rappelais plus de ce que tu avais fait? Je me rappelais plus de ce que j'ai fait sur le plateau. Et je me suis dit peut-être que c'est ça en fait. C'est juste être tellement dans le moment que tu n'as ni le temps de kiffer, ni le temps de réfléchir, ni le temps de... Tu vois, c'est juste ça, être dans le moment présent à 100%, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc que tu vas chercher, c'est un truc qui te... C'est ça. Aujourd'hui, c'est ce que je cherche le plus possible. Des fois, tu n'y arrives pas. Il faut trouver d'autres techniques. Je pense même le fait de vouloir, de chercher ce truc, t'empêche parfois de le chercher. Et aussi, la personne avec qui... Si tellement tu veux être dans cet état, en fait, tu réfléchis qu'à ça, donc tu veux pas être dans cet état. Et des fois, tu as des acteurs devant toi qui t'aident pas forcément, ou bien il y a plein de paramètres, tu vois. Mais le but ultime, c'est d'être dans cet état-là. C'est d'être sincère. C'est que à l'écran, on te regarde, on y croit, tu vois. Le but, c'est de faire croire aux spectateurs que ce que tu fais, c'est vrai, tu vois. Mais si tu arrives à être dans cet état, là, tu step up le level, tu vois. Level, ok. Du coup, on reprend le fil, tu fais les cours Florent. Là, tu renoues un peu avec le rêve d'être acteur. Comment ça se passe après? C'est quoi les premiers films que tu fais ou que tu tournes? Ou c'est quoi les premiers projets ensuite? Alors, dès que je sors des cours Florent, on m'appelle pour des courts-métrages. Enfin, je passe des castings. Et les rôles qu'on me propose, c'est des rôles de Saïd qui va cambrioler une maison en France, tu vois. Après, j'ai fait un film, Mousse. Parce que du coup, là, tu es en France toujours et tu passes des castings. C'est ça. Ok. Donc, Saïd, il va cambrioler une maison en France. Donc, c'était un film avec Philippe Lioré où je devais saccager un supermarché. Donc, c'était un peu stigmatisant, je vais dire, au début. Donc, j'ai passé un an à Paris et je suis rentré au Maroc. Ok.
Covid. Covid. Ouais, la Covid, ok. Ouais. Dixa, j'avais un agent qui m'avait trouvé. Comment elle m'a trouvé? C'était pour le casting d'Aladdin avec Will Smith. Ok. Donc, elle a eu l'info d'une autre amie actrice qui lui a dit ce gars, il chante, il ressemble à Aladdin, il peut faire l'affaire. Donc, elle m'envoie le casting de Aladdin. Je passe premier round, deuxième round. J'arrive au final du casting, Guy Ritchie qui réalise. Incroyable. Mais je l'ai vu, il est excellent. Il est magnifique. J'ai adoré. Tu as vu Aladdin? Bien sûr que je l'ai vu. J'ai adoré. Non, le personnage, l'Égyptien. Oui, je l'ai vu. Ouais, il me ressemble un peu, non? Non, t'es mieux. T'aurais mieux joué. Moi aussi, je l'ai vu. Du coup, c'est comme ça que j'ai mon agent qui me trouve les castings à l'international. Ok, énorme. C'est quoi ensuite les premiers films que tu fais, que tu tournes? Alors, quand je rentre au Maroc, je fais un sitcom réalisé par Samia Akario. C'est encore un nouveau truc que je découvre. Ouais. C'est un plateau, un setup déjà prêt, Ouais. 3 caméras et 12 à 13 séquences par jour. C'est la machine, mec. Ça va trop vite. Et un jeu que j'avais jamais expérimenté auparavant. Genre, Ça ressemble à du théâtre, non? c'est plus que du théâtre. Genre, c'est du surjeu. C'est limite mes vidéos que je faisais avant, tu vois. Ouais, ok. Le maximum Avec les rires en fond. avec les rires, le truc. D'ailleurs, je me rappelle de la première scène qu'on avait fait. Je l'ai joué en mode, tu vois, cinéma, très. Ça m'a millimétré, tu vois. Et le coach, il me dit Zizi, on refait la deuxième. C'est Zizi, chouïa. Ouais, du coup, la troisième, je lui dis, tu sais quoi, je vais faire le maximum. Il me dit, viens, encore un peu plus. Du coup, c'est hyper surjoué, c'est un rythme de fou. Genre, les décors, ils sont en place, donc les caméras, c'est très rapide, tu vois. C'est pas comme le cinéma, tu vas tourner 3-4 séquences par jour. Ouais. Mais j'ai rencontré beaucoup d'acteurs marocains, c'était super expérience. Et voilà, c'était ma première expérience ici. Ok. Depuis, tu as fait des séries, des films, etc., dont un projet qui est sorti sur Netflix, et un nouveau projet, je crois, qui sort bientôt sur Netflix. Ouais. Comment ça s'est passé, ces grosses productions sur lesquelles tu as travaillé? Alors, c'est très bien passé. J'ai bossé avec des professionnels du métier. Et en fait, c'est des productions américaines qui viennent tourner au Maroc parce qu'au Maroc, on a des super décors, super lumière et des super techniciens aussi. Ouais. Donc, j'ai travaillé sur, je crois, 3 projets américains ici au Maroc, dont un qui est sorti, dont 2 qui sont sortis, Ghost of Beirut sur les plateformes Paramount. Ouais. Et Testament of Moses sur Netflix. Ouais. Excellent. Et tu as un projet, je crois, qui sort prochainement. Ouais, c'est qui s'appelle Mary avec Anthony Hopkins. Le GOAT. Ouais, le GOAT. Trop fort. Ouais, trop fort. C'est comment de bosser avec Anthony Hopkins? On n'a pas eu de scène ensemble, mais d'être dans le même film que lui, franchement, c'est un bon départ. Ouais, complètement. J'avais une autre question toujours sur ça pour toi. Qu'est-ce qui fait pour toi un bon acteur, ou qu'est-ce que tu as appris en t'entraînant avec tous les projets sur lesquels tu as travaillé, etc., où tu t'es dit, OK, ça, je ne l'avais pas compris, et qui t'a permis de t'améliorer au fur et à mesure dans l'acting? Alors, moi, je pense, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle Band of Spies. OK. On a tourné à Budapest et à Malte. Et c'était l'expérience qui m'a le plus appris de toutes mes expériences. Parce que j'ai bossé avec des acteurs, des professionnels qui habitent au Moyen-Orient. Et un des acteurs, qui s'appelle Amir, on est devenus super potes. C'est-à-dire des fois, on se posait dans sa chambre d'hôtel et on bossait les scènes. Genre, on a bossé des scènes pendant 3 heures, genre 2 pages de scènes. On les décortiquait. Et plus on lisait, plus on jouait la scène, et plus on découvrait des choses, tu vois. Ouais. Et je l'ai aidé avec ses scènes, il m'a aidé avec les miennes. Et on avait une scène, on a la scène d'ouverture de la série ensemble, qui dure 5 minutes, une grosse scène. Et avec ce gars, j'ai appris énormément de choses, que ce soit dans la technique ou en fait dans la recherche, tu vois. C'est vraiment un gars qui va chercher, C'est-à-dire chaque partie, il va la refaire, il va chercher la bonne manière de la bonne manière, il va répéter chaque réplique 15 fois ou 20 fois. Genre, il mettait des traits, tu vois. Parce que c'est de la répétition. Trait par répétition? Ouais. Chaque fois qu'il va répéter, il va faire un trait, Okay. jusqu'à qu'il arrive à 20. Après, chaque acteur a sa technique, tu vois. Mais j'ai trouvé cet acteur exceptionnel dans sa manière de chercher, de vraiment au millimètre près, jusqu'à trouver
tous les petits détails du personnage que lui va construire pour qu'il soit vraiment unique, tu vois. Et c'est un bon pote aussi aujourd'hui. Incroyable. Ouais. Et t'as des mentors comme ça dans l'acting ou dans le cinéma qui t'aident, etc., qui t'accompagnent? Des mentors, non. Mais j'ai fait des formations. J'ai fait, en plus des cours Florent, je fais la technique Meissner. Et, C'est quoi? c'est une technique de répétition. Ok. Donc, ça a duré 4-5 jours à Paris. J'ai fait une autre qui s'appelle Nikki Flax, qui nous apprenait à avoir accès à nos émotions par des exercices qu'elle a développés. Elle a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Acting with Passion. Très, 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 très instructif. T'as dit un truc intéressant sur ça. J'avais vu une vidéo que t'as fait et t'as parlé de l'intensité dans les émotions. Mhm. T'as dit qu'en général, c'est négatif d'aller trop loin dans des émotions. Ouais. C'est-à-dire la tristesse, si tu la pousses trop loin, c'est négatif. La joie, toutes les émotions poussées trop loin Ouais. est négative, mais que dans l'acting, tu allais chercher justement parfois ces limites, aller les tester. Ouais, c'est ça. Justement, les cours Florent m'ont permis en tout cas d'aller chercher d'aller aux extrémités de ces émotions. Parce que même dans le cinéma, c'est très rare qu'on te demande d'aller au maximum de la tristesse. Ouais. Il y a toujours c'est plus dans un entraînement ou dans un jeu que tu vas le faire. Exactement. Au cinéma, ça va vraiment être très, très millimétré dans l'intensité de l'émotion, on va dire. Qu'est-ce qu'on disait? On disait cette intensité dans l'émotion que c'était parfois intéressant d'aller la chercher. Ouais. Même personnellement, tu vas aller tester ça et C'est ça. du coup tu vas peut-être comprendre des choses. Ouais. Etc. Ouais. Non, c'est plus, comme je te disais, c'est plus sur le plateau, au cours Florent que j'ai expérimenté ce genre de choses. Mais ouais, j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir la possibilité, comme je te dis, d'avoir un plateau, des êtres humains et un prof qui te guide, parce que il était là aussi pour faire du détail sur nos scènes, nous dire ça c'était pas bon, les déplacements, ce que je viens de te dire, je l'ai vu dans ton TEDx. Mhm. Peut-être tu vas nous raconter comment ça se fait, comment tu as fait un TEDx, etc. Ça peut être intéressant, mais dans le TEDx, tu parles d'un truc qui est intéressant, c'est la visualisation. Ouais. Moi, je trouve que dans tout ce que tu as fait, c'était par période, tu as fait des vidéos, tu as fait de la musique, tu as fait du cinéma, et à chaque fois, tu vas loin dans les projets. Et tu disais que tu visualisais des choses pour aller vers un objectif. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu fais et comment ça se passe concrètement? Déjà, je pense que je suis quelqu'un de très visuel. C'est-à-dire que comme je t'ai dit, par exemple, quand j'écris une musique, je l'écoute, j'ai les images en tête, tu vois. Et cette visualisation, je pense il y a un secret qui se cache derrière, tu vois. Dans toute réalisation, il y a d'abord cette visualisation qui te permet d'arriver à cette réalisation, tu vois. Ce que je trouve cool, c'est cette visualisation qui te permet de voir d'avance ce que tu veux et du coup, tous les jours, de travailler dans cette direction-là. Et j'imagine qu'à chaque moment dans ta vie, tu visualises un objectif, c'est ça, visualises en train de faire quelque chose. J'ai l'impression que quand tu faisais de la musique, je te visualisais, je sais pas. Le moment où je parle de Russ, qui fait des concerts devant beaucoup. J'ai plus ce. T'as pas ce moment. Dans le TEDx, à un moment, je dis j'ai visualisé le fait de faire un gros concert devant autant de personnes, et c'était Russ qui m'a donné envie. Pourquoi? Parce que tu l'as vu en concert? Je l'ai vu, je le regardais, j'étais hyper fan de lui, et je le voyais en concert, tout le monde chantait ses chansons, What They Want, What They Want. Je veux pareil. Je lui dis je veux pareil, et j'ai fait des musiques. Après ça, je suis arrivé à faire la première partie devant 3500 personnes. Ouais. Et je pense que la visualisation permet, et beaucoup d'envie, permet d'arriver un petit peu à ces. Et c'est quelque chose que tu fais toujours? Je pense, avec le cinéma, c'est différent parce que, ok, je me suis visualisé travailler avec un grand acteur. C'est arrivé avec Anthony Hopkins. Ouais. Mais il y a tellement de paramètres, il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. Bien sûr. C'est pas de ton ressort. Tu vois, les clips, c'est moi qui appelle les gars. Je ramène les caméras, je ramène le matos, les lieux. Je peux contrôler la chose, tu vois. Ouais. Mais là, je suis juste un acteur, tu vois. Ouais. On m'appelle, je passe le casting, on m'appelle, je viens sur le plateau, j'arrive à l'heure, j'apprends mes lignes, je fais mon taf et je repars dormir, tu vois. Ouais, complètement. Mais non, c'est hyper intéressant.
t'es aussi, je trouve, quelqu'un qui essaye plein de choses. Mhm. Tu vois, parce que là, on parle des trucs, hors guillemets, qui ont réussi. Parce que si on parle de musique, c'est parce que t'as fait des vidéos avec plusieurs millions de vues. Si on parle d'acting, t'as joué dans des films, etc. Mais j'imagine qu'il y a plein de trucs que tu fais aussi qui fonctionnent ou pas, etc. T'as toujours été, depuis que t'es petit, quelqu'un qui essaye des choses, qui fait des trucs différents? De ouf, de ouf. Ça commence par le sport. Là, tu peux me citer n'importe quel sport. Tu l'as fait. Je l'ai fait. Et on peut jouer, toi et moi, à n'importe quel sport. Je pense que je serais mieux que toi. Sur tous les sports? Sur tous les sports. Ah, t'abuses. Je te jure. T'abuses. T'as fait du... Ok, sur gazon. Du patinage. Je suis bon. Parce que j'ai fait du roller. Et je suis bon en patinage. Okay. Mais là, j'ai dit sur gazon. T'as dit gazon. J'ai entendu OK, j'ai visualisé la glace. Mais ça fait plein de sports différents. Sport, c'était tout. Ok. Ouais. Et en bon niveau, tu vois. Ok. Et tu fais beaucoup de surf, non? Beaucoup de surf, ouais. Depuis toujours? Depuis que j'ai 10 ans. Ça t'apporte quoi de surfer? Je crois que c'est le meilleur sport qui existe. Parce que tu es tout seul. Tu as besoin de ta planche et ta combi. Et sinon, tu peux ne pas la mettre. Ouais. Et tu es face à l'océan, une force qui te dépasse. Et quand tu es sur la vague, c'est exceptionnel parce que le temps, il s'arrête. Tu peux pas penser à autre chose qu'avec le moment où tu es en train de surfer la vague. C'est impossible. Et je pense que tous les sports ont un petit peu cet effet, tu vois. Mais le surf, c'est particulier parce que tu es en contact direct avec la nature. Mais du coup, t'aimes plutôt les... Enfin, moi, je te vois plutôt comme quelqu'un de très extraverti, etc. Mais ça te plaît justement ce sport où t'es seul, où t'es entre toi et toi-même, dans l'océan. Comment tu me vois comme quelqu'un d'extraverti? Ouais, je sais pas, tu fais de la musique, tu fais des films. Je suis pas du tout extraverti. Ah ouais? Ouais. Ok, donc t'aimes beaucoup passer du temps seul, Ouais. tu te ressources En seul. famille, ouais. Ouais, moi, je suis tout le contraire d'extraverti. Mais à l'intérieur, ça bouillonne. Donc, ce qui ressort de l'intérieur, c'est ce que tu vois. Ok. Mais le vrai Salim, il est introverti. Ok. Et du coup, t'as toujours essayé, testé plein de trucs jusqu'à aujourd'hui. Donc, t'es focus sur l'acting et t'essayes d'autres choses en parallèle ou là, t'es focus sur ça à 100%? Là, je suis focus à 100%. Et en fait, j'ai trouvé je veux pas dire ma zone de confort, mais la chose que je vais faire toute ma vie, je pense, c'est parce que ça change, tu vois. Ouais. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est de nouvelles personnes, c'est un nouveau décor, c'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau scénario, une nouvelle histoire, tu vois, un nouveau personnage. Et c'est le fait que ça change qui me passionne et qui garde cette flamme, tu vois. C'est Qui te donne toujours envie ouais. de le faire. Ok. Parce que l'envie, il y a kulchi. Si t'as pas envie, si on t'enlève de l'envie, je pense tu peux pas faire grand chose, tu vois. Ouais, mais tu vois, il y a à la fois l'envie et parfois c'est difficile, mais c'est normal. Comme Même en étant artiste, j'imagine que tu as envie, mais tu as des moments qui sont difficiles. Et donc, il faut quand même avoir la discipline de continuer, etc. Bien sûr. Donc, il y a toujours ce juste milieu entre être toujours passionné, avoir envie, mais en même temps, il faut continuer quand c'est difficile. Ouais, je suis jamais encore arrivé j'ai jamais été dans cette position où c'est difficile, mais je dois le faire, tu vois. Ok. Dans la zone où j'ai envie d'être. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire dans la zone que tu as envie d'être. Sur un plateau. C'est-à-dire, j'ai jamais dû me réveiller le matin Et te dire, en tournage. j'ai la flemme aujourd'hui, mais c'est La mon flemme, job. exactement. Non. Pour le moment, j'ai pas eu Ça ça. fait toujours kiffer. Je me réveille, je connais mon Mais texte. je pense que ça arrive forcément. Et c'est pas Bien forcément sûr. négatif. Parce Bah, que c'est clair, c'est aussi un job, entre guillemets. Bien Il sûr. faut faire le job, etc. Et parfois, ça peut arriver. C'est ça. Mais je suis pas encore au stade où on m'envoie 4 scénarios par mois et je dois choisir pour construire ma carrière. Là, on m'envoie un casting, je dois assurer. Si je l'ai au ADEC, si je l'ai pas, je dois attendre le prochain casting, tu vois. Ouais. Mais le jour où je recevrai 5 scénarios par mois et que je devrais choisir le meilleur pour moi pour construire ma carrière, je pense que ça va être différent. C'est qui un acteur tu kifferais faire un film avec lui? Français? Ouais, ou pas, comme tu veux. Français, Vincent Cassel. Ouais, très cool. Ouais, j'aime bien. Très cool. Très cool. Il fait toujours beaucoup de films ou pas? Ouais, je pense. Mais il s'en fout du cinéma, je pense. J'ai vu une interview, il a dit quoi? Il a dit texto, ça. Pourquoi? Genre, c'est... Il est arrivé à un stade où c'est pas le plus important, tu vois. Et il a raison dans un sens. Genre, c'est un métier comme les autres. C'est pas le cinéma, le 7e art. C'est juste un métier où tu dois être hyper sincère et
est vrai, tu vois. Et c'est comme ça, c'est peut-être sans se prendre au sérieux que tu fais le meilleur travail, en fait. Peut-être. Ouais. Tu fais plein d'autres projets. Il y avait un projet qui avait beaucoup fait parler, qui avait beaucoup buzzé, etc. C'est Fullos. Ouais. Tu peux raconter un peu comment ça s'est passé? Alors, l'histoire de Fullos, je devais acheter une voiture. Ok. Et j'ai appelé ma femme et je lui ai dit finalement, je vais acheter un van. Et elle m'a dit, mais t'es fou! Ça arrive souvent, ce genre de truc où Ouais, des fois, j'ai des idées, où tu vas faire des courses et tu dis finalement, j'ai une idée. C'est ça m'arrive. Et elle me dit, t'es fou, Anna, on en parle quand t'arrives. Donc, je lui explique l'idée, le projet, machin. Elle me dit, bon, tu sais quoi, ça peut être pas mal. Je cherche le van, je le trouve, je l'achète. Mais l'idée de base vient de mon frère, qui est là, qui a eu l'idée qui a eu le rêve de faire des vannes, tu vois. Ok. Et il me l'a insufflé dans ma tête jusqu'au moment où j'avais la possibilité de l'acheter. Donc, je l'ai fait, et je l'ai aménagé et on a voyagé. Donc tu pars, t'es censé acheter une voiture. Ouais. Tu te dis, mais en fait, autant avoir un van parce que je peux avoir une voiture et en même temps je peux voyager dedans. Et je peux dormir dedans. Mais comment tu fais ensuite pour l'aménager, etc. Tu fais tout toi-même. Je fais les plans. Je réunis l'équipe. Je comprends déjà comment ça fonctionne d'aménager un van. Pendant 2 semaines, je me tape 2 semaines de vidéos de plomberie, électricité, comment ça marche, machin. Je fais un petit peu de calcul pour voir est-ce que je vais m'en sortir. D'ailleurs, je m'en suis sorti difficilement. Et après, je me lance. Au bout d'un mois et demi, il est fini et on part en voyage dans toute la côte sud du Maroc. Et vous allez où Comment c'était cette expérience? C'était incroyable. On a vu des endroits qu'on n'aurait jamais vus, genre comme ça, en organisant un voyage, tu vois. Parce que c'est la liberté d'aller où tu veux, d'arrêter où tu veux. Dormir où tu veux. On a fait Mirleuf, Sidi Ifni. Avec la planche de surf? Bien sûr, Bien sûr. la côte sud. Il y a un plaisir particulier, je pense. Ouais. Aussi. En plus, on n'avait pas d'enfants encore. Ok. On a fait Sidi Ifni, Tarfaya, Boujdour. Ouais, toutes les villes que tu vas jamais voir, Zama, tu vas jamais te dire je vais aller dans la de la ville, on les a vues. Est-ce que tu avais aussi envie de voir toutes ces villes, Fulmreb, que peut-être que tu connaissais pas Bien forcément? sûr, le Maroc, j'ai envie de le voir toute ma vie, tu vois. J'ai envie de le décortiquer jusqu'à qu'on m'enterre en dessous. Ouais, incroyable. Non, franchement, je trouve ça très très cool parce que c'est une autre manière de voyager et ça te permet de te poser où tu veux, le temps que tu veux et d'avoir ce vrai sentiment de liberté du voyage. Bien sûr. Tu as vu la route que tu as fait et tu peux t'arrêter où tu veux. C'est ça. Et juste après, il y a eu un engouement de ouf. Il y a plein de gens qui ont fait des vannes, qui ont eu ce déclic de se dire putain, on a des paysages de ouf à voir au Maroc. Pourquoi on se casse la tête à chaque fois à aller en Europe? Il n'y a rien à voir en Europe. Ouais. D'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. On a un pays qui est magnifique, il y a plein de choses à voir. C'est eux qui viennent nous voir maintenant. Ouais, je suis d'accord. C'est quoi tes prochains projets là qui arrivent? T'as le film qui sort en décembre. Ouais. C'est quoi tes projets actuels sur lesquels tu bosses pour les prochains mois et la suite? En ce moment, on est pas mal sur de la création de contenu, en collaboration avec des marques. Sinon, j'ai un film en décembre et j'attends la réponse d'un casting que j'ai passé à Paris pour une série Netflix. Nice, pour l'année prochaine. Pour janvier, ouais. Ok, excellent. Tu reviendras nous en dire plus. Ouais, bien sûr. Et sur la création de contenu, mine de rien, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps. Parce que les vidéos humoristiques que tu faisais, c'est de la création de contenu et ça a évolué. Quelle part ça a eu dans ton parcours? Parce que c'est aussi ce qui t'a fait connaître, je pense au début. Et quelle part ça a toujours dans ton quotidien? C'est toujours quelque chose qui est important pour toi? La création de contenu? Ouais. Moins qu'avant. J'ai pas la même envie que j'avais au début, tu vois. Ok. Parce que c'est plus organisé qu'avant? Parce que il y a 10 ans, la création de contenu, c'était juste un téléphone et maintenant, c'est beaucoup plus professionnalisé quand même, entre guillemets. J'ai pas envie de rentrer dans le truc de... Il y a une tonne de personnes qui font des vidéos, tu vois. Aujourd'hui, Ouais. des personnes marrantes, il y en a une tonne. Bien sûr. À l'époque, t'avais une poignée de personnes qui faisaient du stand-up, t'avais Jamel, Gad... Ouais. On en connaissait 2, littéralement, tu vois. Aujourd'hui, t'en as 10 000, Ouais. des créateurs de Et contenu. pareil, des gens qui faisaient des blagues sur Internet, t'en avais quelques-uns. On avait quelques Des tu vois. connus et maintenant t'en as beaucoup. Aujourd'hui, avec les réseaux, t'as une tonne de gars. Qui Chacun font dans ça. son style. Exactement. Donc, tu as beaucoup de visibilité. Comme tu peux être connu très rapidement, comme tu peux disparaître aussi très rapidement, tu vois. Ouais. Et j'ai pas envie de rentrer là-dedans, essayer de rester dans le game, de l'algorithme, des stats.
Donc, je me prends pas du tout la tête. Je fais ça en mode hyper spontané. Des fois, on fait des vidéos avec ma femme drôles. Des fois, j'ai pas envie. Des fois, voilà, je suis pas du tout rigoureux comme certains créateurs de contenu qui se réveillent le matin. Ils ont un truc, ils ont un tournage le matin, un montage, un truc. Et ça devient un vrai métier, tu vois. Donc tu gardes le côté spontané dans... Ouais, je préfère. Pour que l'envie reste, tu vois. Le désir de créer reste quand même. Donc en te disant que ouais, la priorité c'est le cinéma et que ça tu le fais sur le côté quand tu as envie. Exactement. Et garder ce côté spontané. Ouais, ça. OK. Qu'est-ce qu'on peut comment tu te vois dans 5-10 ans? C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi? Alors, mon objectif, l'idéal, ça serait que on reconnaisse un petit peu mon potentiel en tant qu'acteur et qu'on se dise que lui, il peut faire différents rôles et pas me stigmatiser dans un seul registre, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ce qu'on peut me souhaiter, ce que je me souhaite, c'est de, comme je t'ai dit, à recevoir 3-4 scénarios par mois et les lire et choisir ce qui me convient le mieux et faire 3-4 films par an, tu vois. Ça serait le top. Comme ça, je construis ma filmographie et c'est là que je commence à construire ma carrière. Ouais. Dans ce TEDx dont je te parlais tout à l'heure, tout ton sujet, c'était la connaissance de soi. Ouais. Et comment il fallait essayer des choses pour se connaître, etc. Exact. Aujourd'hui, tu penses que tu te connais? Tu penses que tu es arrivé à te savoir, entre guillemets, ce qui te plaît, qui tu es? Ou tu penses que c'est quelque chose que tu cherches toujours et qui est jamais défini? Je pense que professionnellement, j'ai eu un parcours qui m'a vraiment guidé dans cette connaissance de moi-même. Après, tu as le côté spirituel, c'est un autre sujet. Et je pense que c'est éternel. On va jamais vraiment se connaître pour être un chemin. Ouais. C'est toujours un chemin. Mais professionnellement, ouais, je pense que je suis sur la bonne voie de la connaissance de moi-même. De moi-même. Ouais, mais c'est ça, c'est que c'est quelque chose, je pense, qui évolue toujours. C'est aussi une recherche. Ouais. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est génial. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé? Non, je pense pas. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé? Est-ce qu'il y a le frère de Salim qui est avec nous? Ouais. Peut-être que Salim essaie de nous cacher quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas parlé d'un sujet? Je pense qu'on a fait le tour. Bah écoute, moi en tout cas c'était hyper intéressant, c'était génial de te rencontrer, j'ai passé un super moment. Moi aussi. Je reviens quand tu veux et merci beaucoup Salim. Merci à toi, à très bientôt. Nice. Nice. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi liker cet épisode et le partager à 2 personnes autour de vous. Ça nous aide beaucoup pour continuer à vous proposer des invités super intéressants. Merci et à la prochaine.